Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de votre émission Zone Franche de ce dimanche. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur un enjeu majeur pour l'avenir de notre continent, la jeunesse africaine. Une jeunesse de plus en plus nombreuse, dynamique, active, mais qui reste encore insuffisamment intégrée aux politiques publiques et aux dynamiques de développement. Alors, comment passer du potentiel à l'impact réel? Quelle réponse concrète pour faire de cette jeunesse un véritable moteur de transformation économique et sociale? Et pour en parler, nous recevons un acteur engagé, un spécialiste en politique publique de jeunesse, Michel Souponwe. Il cumule plus de 14 années d'expérience dans la conception et l'évaluation de politiques publiques de jeunesse en Afrique francophone, cofondateur et directeur de Youth Policy Lab. Il est justement aussi détenteur de plusieurs certifications internationales en management de projets et en gouvernance. Auteur de deux ouvrages dont le tout récent, Gouvernance et management du secteur de la jeunesse en Afrique francophone, publié aux éditions Harmattan, il propose une véritable feuille de route pour repenser les politiques de jeunesse et transformer ce potentiel en levier concret de développement. Avec lui, justement, nous allons explorer des pistes de solutions, questionner les modèles existants et tenter de comprendre justement comment bâtir des politiques publiques plus efficaces et inclusives pour la jeunesse africaine. Jeunesse africaine, quelles solutions concrètes pour transformer le potentiel en développement? C'est le thème de notre émission et je suis avec Franck Aounou. Franck Aounou, bonjour. Bonjour Eric, bonjour chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre dans ce numéro de votre émission dominicale Zone Franche. Michel Souponwe, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir, un honneur, un bonheur pour moi d'être ici ce matin sur votre plateau. Je profite déjà pour dire bonjour aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Allez, nous allons faire le débat autour de la jeunesse. Vous êtes un jeune. Aujourd'hui, jeune africain, comment vous vous sentez quand vous échangez avec vos frères et sœurs, quand vous échangez avec les jeunes de votre âge qui innovent, qui se déplacent, qui cherchent, qui travaillent? Comment vous vous sentez? Je me sens tiraillé entre deux sentiments. Le premier sentiment, c'est espoir. Il y a de l'espoir justement parce que la jeunesse est engagée, parce que la jeunesse est active, parce que la jeunesse veut voir bouger les choses. Mais en même temps, paradoxalement, c'est le désespoir. Désespoir compte tenu des politiques publiques, compte tenu des programmes, compte tenu des projets qui ne tiennent pas toujours suffisamment compte des besoins de la jeunesse africaine francophone. Mais dans tous les pays africains, lorsque vous écoutez les gouvernants, ils ne parlent que jeunesse. Nous faisons tel pour la jeunesse, pour la relève de demain, pour amener les jeunes à adopter des projets, pour s'auto-employer. Vous, vous dites que vous ne vous retrouvez pas, vous n'avez pas que l'espoir quand vous échangez avec ces jeunes. Alors, vous avez totalement raison et je vais vous expliquer ce qui se passe en réalité. Nous avons d'un côté les jeunes. Déjà, je vais commencer par dire ce qu'il faut entendre par jeune. Ça nous permettra de situer le débat, de situer tout ce que nous allons dire autour. C'est vrai que la jeunesse, c'est une notion plurielle. On peut en donner une kyrielle de définition. Mais ici, dans le cadre de cette émission, je vais convoquer un cadre normatif, la Charte africaine de la jeunesse, qui définit les jeunes comme l'ensemble des personnes âgées de 15 à 35 ans. Dans cet ensemble, on peut distinguer encore trois sous-ensembles, à savoir les jeunes mineurs, âgés de 15 à 17 ans, les jeunes majeurs, âgés de 18 à 24 ans, et les jeunes adultes âgés de 25 à 35 ans. Quand on considère cet ensemble donc que je viens de rappeler, on constate qu'effectivement et statistiquement, les jeunes constituent la majeure partie de notre société, constituent la catégorie la plus dense, la plus forte en termes de nombre. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Pour répondre à votre préoccupation, à votre question, nous avons d'un côté
des jeunes qui attendent beaucoup des pouvoirs publics. Et nous avons d'un côté les pouvoirs publics qui, c'est vrai, rivalisent d'ardeur, d'ingéniosité pour concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques déclinées en programmes et en projets. Mais qu'est-ce qui se passe pour que ces deux acteurs majeurs, si on peut le dire, tiennent pratiquement un dialogue dessous? C'est en fait le processus de gouvernance et de mise en œuvre des politiques publiques qui pose problème et on pourra y revenir. Allez, dans votre ouvrage Que valent les jeunes, on se demande réellement comment mesurer la valeur de cette tranche d'âge, cette tranche de la population, surtout au niveau du continent africain. Si on vous posait la question, que valent les jeunes africains? Alors, je vais y répondre en convoquant plusieurs angles, peut-être 3 ou 4. Ce qui est le plus évident quand on parle des jeunes, c'est leur quantité, c'est le nombre. Donc, qu'est-ce qu'ils valent? On vous dira c'est 60% de la population active en Afrique francophone et au Bénin, par exemple, c'est 60% de la population active. Donc, il y a une quantité qui est là. Et est-ce que ce taux nous place à un niveau peut-être supérieur par rapport à d'autres continents? Bien sûr, par rapport à tous les autres continents d'ailleurs, l'Afrique constitue le continent le plus jeune, si on peut le dire ainsi, qui a une catégorie de jeunes plus élevée par rapport aux autres continents, notamment par rapport à l'Europe. Et donc, comme je le disais, on parle de dividendes démographiques. Pourquoi? De plus en plus, quand on parle des jeunes, pour montrer qu'en réalité, ils sont là en quantité. C'est une première valeur factuelle qu'il faut reconnaître. C'est là en quantité. Mais qu'est-ce qu'il faut en faire? Du moins, comment faire pour que les jeunes ne soient pas seulement exprimés en quantité, mais aussi en qualité? Il faut investir dans la jeunesse. Et investir dans la jeunesse, essentiellement, c'est investir dans l'éducation, dans la formation, dans la santé. C'est ce qui permet déjà de passer de dividendes démographiques à capital humain. Donc, que valent les jeunes? Il faut aussi dire que les jeunes constituent le capital humain dont les pays comme les nôtres ont besoin pour actionner leur développement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est un capital humain. Donc, il faut l'activer. Le capital n'est pas là naturellement. Ce n'est pas parce qu'ils sont forcément en nombre qu'ils constituent de fait un atout. Pour que les jeunes constituent effectivement un atout, il faut y investir, il faut investir durablement, il faut investir méthodiquement pour que ça soit, pour que quand on pose la question de savoir que valent les jeunes, on peut se dire oui, c'est un capital humain dont nous avons besoin. Alors, ça, c'est la version économique de la chose, si on peut le dire. On peut même essayer d'observer la chose sous l'angle sociologique. Vous dire en réalité que valent les jeunes. C'est des acteurs sociaux dont il faut nécessairement tenir compte dans le processus de conception et de mise en œuvre des politiques publiques. C'est d'ailleurs ce que la plupart de nos États ont compris en mettant en place les conseils ou les organes nationaux de jeunesse. Notre pays l'a fait à travers la charte béninoise de la jeunesse adoptée déjà en 1991. On va y revenir, une charte qu'il faut toiletter, qu'il faut adapter aux réalités d'aujourd'hui, pour montrer que les associations de jeunesse constituent un capital social. Tout à l'heure, j'ai parlé de quoi? Capital humain. Individuellement, les jeunes constituent des capitaux humains, si on peut dire. En tout cas, constituent un capital humain dont nous avons besoin. Et ensemble, collectivement, à travers des associations, ils constituent un capital social. Pour finir sur ce qu'ils valent, les jeunes, dans le plan politique, au regard de leur nombre, au regard de leur vivacité d'esprit, de leur engagement démocratique et citoyen, les jeunes constituent une force démocratique. Quand on observe sur tous ces angles, on se dit il n'y a pas de raison qu'on n'investisse pas dans le secteur de la jeunesse, dans la jeunesse. C'est vrai qu'il manque sérieusement d'indicateurs pour évaluer la contribution des jeunes au développement, mais en même temps évaluer l'investissement de l'État dans le secteur de la jeunesse. C'est d'ailleurs pour ça, dans mon dernier ouvrage publié, j'ai proposé un outil qui est le Youth KPI, qui propose un ensemble d'indicateurs pour non seulement évaluer la qualité de l'investissement de l'État dans le secteur, dans le développement des jeunes, mais en même temps évaluer la contribution des jeunes dans le développement de leurs différents pays. Alors, j'ai une amie au Cameroun qui, par exemple,
lorsqu'elle peint le tableau au Cameroun, il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup disons, de regrets. Des jeunes veulent évoluer, mais l'écosystème mis en place par les pouvoirs publics ne permettent pas. Dit à contrario, au Bénin par exemple, elle voit véritablement des leviers pour permettre aux jeunes de se développer. Lorsque nous sommes dans un contexte africain, est-ce que ce n'est pas, disons, des handicaps au développement harmonieux? Parce que si ça marche ici, ça ne marche pas au Togo, si ça ne marche pas au Burkina Faso, si ça ne marche pas au Niger pour les jeunes, les efforts des jeunes africains ne permettront pas de propulser le continent. Oui. En réalité, ce problème a été réglé par la Charte africaine de la jeunesse, qui définit 2 domaines de changement et 7 objectifs sur lesquels tous les pays doivent travailler. L'éducation de qualité, la participation citoyenne, la santé des jeunes, le leadership des jeunes. Et tous les pays, c'est un diagnostic qui a contribué, qui a amené à cette charte. Donc, on a observé les besoins prioritaires des jeunes de chaque pays de l'Afrique francophone, y compris le Cameroun et le Bénin, pour dire, mais les besoins prioritaires, c'est quoi? C'est 7. C'est ce que la Charte africaine a dit. Et Charte africaine adoptée depuis 2006. Donc, 20 ans déjà. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi ça ne marche pas? Et c'est ce que je disais. Ça ne marche pas à cause de la gouvernance du secteur, pas par manque de solutions, mais comment les solutions sont managées, comment les solutions sont gouvernées, c'est ce qui manque. Mais il faut aussi dire, les pays ne sont pas forcément au même niveau. Il y a des choses qui marchent bien dans certains pays, marchent moins bien dans d'autres et vice-versa. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique est assise sur un ordre démographique quand on évoque la question de la jeunesse, ou c'est un mythe un peu exagéré? Pas du tout un mythe, je vais commencer par là. Pas du tout un mythe. Je le disais tout à l'heure, la valeur démographique des jeunes est factuelle. On peut constater ça à travers des chiffres. On peut constater cela à travers des statistiques. Donc la valeur est là, est factuelle. Donc c'est de l'or effectivement. Mais comment cherche-t-on de l'or? On creuse, on fouille, on cherche et on polit l'or. C'est exactement la même chose qu'il faut faire pour que les jeunes constituent effectivement de l'or. Il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans la formation professionnelle, il faut investir dans l'éducation civique, il faut investir dans des programmes et projets d'insertion professionnelle. Et ce n'est qu'à ces conditions qu'on peut effectivement dire oui, la jeunesse constitue de l'or pour le développement de l'Afrique. Et moi, je pense que c'est même l'avantage comparatif des pays africains, notamment francophones. Aujourd'hui, on est à une ère de compétition mondiale où tous les pays veulent se développer. Mais sur quoi nous pouvons miser et assurer notre développement? Pour moi, c'est la jeunesse et c'est pour ça que c'est une force à activer, c'est un moteur de développement à mettre en marche. Donc, ce n'est pas du tout un mythe. Vous avez évoqué tantôt que nous ne disposons pas de chiffres pour voir ce que les jeunes apportent au développement. On va peut-être risquer la réflexion pour voir les principales richesses que les jeunes apportent justement aux économies africaines, souvent sans reconnaissance officielle. Oui, vous l'avez très bien dit, sans reconnaissance officielle. Et c'est l'un des problèmes qui se posent dans le secteur. Quand on fait le diagnostic, l'une des défaillances systémiques qu'on peut évoquer, c'est effectivement cela. Alors, c'est vrai qu'il y a des chiffres, mais pas forcément centralisés, qui peuvent permettre de dire, oui, voilà de façon claire et nette ce que les jeunes apportent. Mais les jeunes apportent beaucoup dans l'économie, dans les économies africaines, telles que vous l'avez demandé. Je vais donner quelques exemples. Moi, j'ai été membre d'une association de jeunes où l'un des principes forts, sacro-saints de l'association, c'est que la liberté des individus et de l'entreprise assure mieux la justice économique. Donc, cette association apprend à ces jeunes à cultiver l'entrepreneuriat, à être donc des acteurs économiques, déjà à travers des principes. Au-delà des principes, dans cette association, parmi les 4 domaines d'opportunité qu'un membre peut saisir, il y a le domaine affaires, où on amène le membre à développer des compétences d'entrepreneuriat, des compétences d'affaires, où il y a une commission permanente
Je donne cet exemple pour que vous voyez effectivement ce que apportent les jeunes à travers les associations. Une commission permanente locale travaille tous les jours pour offrir des opportunités d'affaires aux membres. Donc, les jeunes, déjà, premier apport, constituent un incubateur, sinon le fournisseur des hommes d'affaires, des gens qui animent le milieu, le milieu économique, le milieu des affaires. Première chose. Deuxième chose qui n'est pas aussi suffisamment valorisée, c'est ce que je vais appeler les micro-inventions. Je vais l'appeler micro parce que pour que ça soit macro, justement, ça a besoin de soutien et de reconnaissance. Micro. J'ai travaillé ces 4 dernières années dans un programme d'accompagnement en leadership, en entrepreneuriat des jeunes. Et parmi les activités pédagogiques que nous avons l'habitude d'organiser dans le cadre de ce programme, il y a ce que nous appelons la foire des idées. Et au cours de la foire des idées, vous constatez que les jeunes ont inventé tellement de petites choses. Les jeunes sont tellement ingénieux qu'ils ont fabriqué beaucoup de choses. Mais pourquoi ces choses-là ne sont pas mises au service de notre développement? C'est ce qui pose problème. Donc, ce n'est pas reconnu, alors que c'est là. Conséquence, après 2 ans, 3 ans, quelques années, ils se découragent, ils abandonnent leur invention. Pour donner encore un exemple très concret, lors d'une foire des idées, justement, j'ai vu plusieurs Béninois, jeunes Béninois qui participaient à cette foire, à cette formation, donc à cette activité, exposer plusieurs projets complémentaires sur la filière ananas, par exemple, qui jus d'ananas, qui comment les amuse-gueules à base d'ananas, qui comment on peut fabriquer des chaussures, des sacs à partir de la peau d'ananas. Donc je me dis, et si on créait un hub qu'on va appeler la Béninoise des ananas par exemple, et on mettait tous ces jeunes ensemble pour mettre leur potentialité, leur capacité, leur ingéniosité au service du développement. Ça va déjà être une manière de reconnaître leur contribution. Alors, vous faites bien de citer, vous le citez? Non, D'accord, vous faites bien de citer ces exemples. Alors, comment devrait-on souffrir d'insuffisance de chiffres de statistiques quand on a, pour la plupart de nos États, des ministères en charge de la jeunesse? Quand je prends le cas du Bénin, il y a une direction de la vie associative. Nous avons des ministères qui s'occupent des questions de l'emploi, des jeunes, de l'entrepreneuriat. Depuis quelques années, à Cotonou, par exemple, on observe beaucoup d'activités de jeunes, des stands, ils organisent des activités économiques. Et pour la plupart, c'est des jeunes qui viennent avec leurs produits, transformation de savon, de parfums, un peu de tout. Alors, on voit tout ça. Il y a ces mécanismes institutionnels qui existent, mais en même temps, on a le sentiment qu'on ne se l'approprie pas. Pourquoi? C'est exactement cela, et c'est l'un des procès que je fais d'ailleurs au management du secteur de la jeunesse. On fait du management conjoncturel et non du management structurel. Il y a des choses qui existent, il faut l'avouer. Il y a des choses qui se font, il faut l'avouer, mais ça ne se fait pas structurellement. Vous avez évoqué les instituts de statistiques qui, j'avoue, font un travail magnifique. Mais en la matière, sur les questions de jeunesse, les données ne sont pas désagrégées. C'est le problème qui se pose. Au fond, qui sont les jeunes béninois? Combien sont-ils? Combien vivent en milieu rural, en milieu urbain? Combien sont déscolarisés? Combien sont actifs? Combien sont actifs? Combien ne le sont pas? Combien ont bénéficié des appuis en entrepreneuriat? Combien sont insérés ces 10 dernières années? Mais que sont devenus les premiers au bac ces 10 dernières années? Qui les suit? Est-ce qu'il y a un dispositif, un système d'information où en quelques clics on peut avoir accès à ces informations? Les questions que vous vous posez, moi de ma position, en réalité j'étais persuadé que oui. Parce qu'on a des structures qui existent, dont c'est la compétence. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait des premiers au bac ces 10 dernières années? Je me dis que si on fait un tour au ministère de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire, on devrait avoir une réponse à cette question. Quand des jeunes se décident d'organiser des foires où on voit toute la mobilisation qu'il y a autour, cela devrait intéresser le ministère des petites et moyennes entreprises. Allez voir le nombre de jeunes qui ont exposé, à la fin, quelle a été la contribution de ces jeunes. Et donc, si vous vous posez la question, ça nous renvoie à l'idée selon laquelle il n'y a pas de réponse à cette question. Alors, vous avez totalement raison. Et une fois encore, le tableau n'est pas totalement blanc. Il y a des choses.
Je veux dire, pour caricaturer, on a des pièces détachées, mais on n'a pas le moteur. On a des pièces détachées, vous n'avez pas de système d'information. L'une des défaillances du secteur, c'est un système d'information qui centralise tout. On peut dire, OK, 1000 jeunes ont bénéficié de l'appui de l'État ces 5 dernières années. Voilà aujourd'hui ce qu'ils sont. Voilà comment ils contribuent au développement économique, au développement politique, au développement sociologique, social du pays. Pour ne donner que ces exemples-là. En fait, c'est difficile d'avoir ces informations. On vient de finir les élections. Est-ce qu'on peut dire en termes clairs combien de jeunes ont voté à Cotonou, combien de jeunes ont voté à Pau, même du point de vue politique? Donc, je pense que sans doute que les données existent, mais qui a l'information a le pouvoir. Et aujourd'hui, les données constituent le pouvoir dont on a besoin. Et pour que les politiques publiques soient efficaces, il faut qu'en amont, ça soit basé, construit sur des données probantes. C'est pour ça que j'insiste sur les données. Les jeux de Tangueta, ils sont combien? Quelle est leur priorité? Est-ce que leur priorité aujourd'hui constitue les priorités de ceux de Cotonou? Est-ce que les priorités des jeunes de Cotonou sont les mêmes que ceux d'Adjo? Il faut connaître spécifiquement les jeunes pour savoir dans l'adressage, dans la conception des politiques publiques, qu'est-ce qu'il faut véritablement prendre en compte ou pas. Et je pense que ce travail, sans doute, se fait. L'autre chose qu'il faut dire par rapport à votre question, en fait, la jeunesse est plurielle, je l'ai dit. Il y a plusieurs ministères qui s'en occupent, plusieurs agences, plusieurs institutions. Et parfois aussi, ce qu'on peut observer, c'est que ces institutions travaillent peut-être de façon isolée. Alors que pour moi, qui observe le secteur, qui analyse, ces institutions doivent travailler pour un cas de résultats communs, doivent renseigner leurs données par rapport à des résultats qui sont connus. Et on sait par exemple que telle institution travaille pour tel aspect du cadre de résultats. Donc, ça permettra de centraliser les informations et de voir concrètement quand on a besoin de savoir quelle est même l'offre publique disponible en matière de jeunesse dans nos pays, dans nos différents pays. On doit pouvoir clairement le dire. On va aborder notre chapitre, justement. Mais avant, est-ce que vous avez l'impression qu'au Bénin, on est en train de toucher la question, on est en train de résoudre ces disparités-là pour que d'ici à quelques années, nous ayons tout ce que vous dites là, centralisé, comment par exemple après une élection dit avec les attitudes, le nombre de jeunes ayant voté, avoir des statistiques assez réelles de tout ce que fait la jeunesse dans notre pays. Je suis entièrement d'accord que nous sommes sur la bonne voie. Je suis entièrement d'accord que le Bénin a fait énormément d'efforts ces dernières années en matière de données, en matière d'information. Je dirais même en matière de New Public Management. Parce que tout ce que je suis en train de dire relève en fait du partie du management public qu'on appelle le New Public Management, avec clé de voûte la culture du résultat. Et pour avoir des résultats et les mesurer à la fin, il faut avoir fait l'état des lieux au début. Faire l'état des lieux, c'est à partir des informations disponibles. Donc oui, le Bénin a énormément évolué en la matière, il faut le dire. Il reste à faire. Allez, on va changer d'axe. Absolument, nous allons aborder là ce qui va nous permettre de voir le vécu réel des jeunes. Je voudrais compter sur votre sincérité justement pour nous dire les choses que vivent les jeunes en Afrique, peut-être spécifiquement au Bénin. Quel est aujourd'hui le décalage entre les discours politiques et la réalité quotidienne des jeunes? C'est une question énorme, c'est une question qui m'interpelle en tant que spécialiste des questions de jeunesse. C'est une question qui, je crois, doit interpeller tous nos responsables à divers niveaux, notamment ceux qui travaillent dans le secteur de la jeunesse. Que vivent les jeunes en réalité? J'ai commencé par le dire. Il y a d'un côté les pouvoirs publics qui travaillent inlassablement pour satisfaire les besoins. Mais il se fait que ces besoins ne sont pas satisfaits. Du moins pas encore totalement. C'est vrai qu'on ne sera pas dans une situation de 100% besoins satisfaits, mais il faut tendre vers. Le développement, c'est une aspiration, il faut tendre vers. Quand j'ai, dans le cadre de la rédaction de mon ouvrage, questionné des jeunes par rapport à ça, il y en a beaucoup qui sont désemparés, ils sont déboussolés, ils ne se retrouvent pas toujours dans ce qui se fait dans les pays francophones, pas exclusivement le Bénin, dans les pays, parce que les livres, la couverture, c'est l'Afrique francophone. Ils ne se retrouvent pas, ils n'ont pas l'impression que leurs besoins
sont pris en compte. Mais quels sont ces besoins? C'est l'éducation de qualité. Et accès à l'éducation de qualité. Peut-être que l'éducation de qualité existe, mais est-ce que les jeunes ont accès de façon inclusive à l'éducation de qualité? Point d'interrogation. La priorité numéro 1, d'ailleurs, que j'ai mentionné dans mon livre, dans l'ouvrage comme besoin des jeunes, c'est l'éducation de qualité. Mais quand on a fini de s'éduquer, quand on a fini de se faire former, on veut se réaliser. Donc, deuxième besoin, emploi, entrepreneuriat. Disons, insertion professionnelle. Disons, autonomie économique. Autonomisation économique, si vous voulez. Il se fait aujourd'hui que l'un des défis ou le plus grand danger du vécu des jeunes, c'est le chômage par endroit, c'est le sous-emploi par endroit. Le Bénin, par exemple, se caractérise beaucoup plus par le sous-emploi que le chômage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des qualifications professionnelles, qui sont aptes pour travailler, mais elles sont souvent en deçà de leurs qualifications et n'ont pas forcément le pouvoir d'achat qu'il faut pour être à l'abri du besoin. Donc, ils sont sous-employés majoritairement. Mais quand on questionne cela, où se trouve la cause en réalité? Et c'est là l'un des défis majeurs du secteur de la jeunesse. La cause se trouve où? C'est le décalage qu'il y a entre notre système éducatif et l'emploi. Entre notre système éducatif et le marché de l'emploi, ou du moins la prise en charge tardive des préoccupations d'insertion professionnelle dans le système éducatif. Et je vais revenir tout à l'heure sur les solutions que j'ai ébauchées, proposées par rapport à ça. Donc, conséquence, les jeunes sont là. Malgré tout ce que les pouvoirs publics font, il y a une bonne majorité qui est encore sous-employée. Que vivent les jeunes? Ils n'ont pas forcément les moyens de se soigner. Alors, je vous ai dit au début, capital humain, c'est également santé. Avoir des jeunes bien éduqués, bien formés et en bonne santé, c'est ça le capital humain. Ils manquent de soins de santé. Du moins, ils n'ont pas forcément les moyens pour s'offrir les soins de santé nécessaires à leur épanouissement en tant qu'être. Que vivent les jeunes? Ils manquent de cadres de loisirs sains. Il suffit de voir un peu l'état des maisons de jeunes dans la plupart de nos pays africains francophones pour s'en convaincre. C'est vrai, il y en a qui fonctionnent tant bien que mal, qui sont animés tant bien que mal, mais aujourd'hui, fondamentalement, il faut réhabiliter les maisons de jeunes pour occuper sainement les jeunes. Occuper sainement les jeunes, c'est leur éviter déjà un danger et faire éviter un danger à nos pays. Parce qu'on a dit la jeunesse c'est de l'or. Oui, mais je dois vous faire une relance à ce niveau. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes également perçoivent disons, la valeur de se mettre ensemble, aller dans une maison de jeunes, comme on le faisait par le passé? Chacun préfère rester sur son smartphone, sur son ordinateur, à la maison enfermé quelque part, que d'aller par exemple jouer ensemble dans une maison de jeunes, suivre un film ensemble dans une maison de jeunes, organiser de petites rencontres d'échange dans une maison de jeunes. Je voudrais dire, est-ce forcément la faute aux dirigeants qui n'offrent plus ce genre de cadre? Non, d'ailleurs, dans tout ce que nous sommes en train de dire, je vais certainement y revenir, la faute n'est pas totalement aux dirigeants, c'est un système, aussi bien les jeunes, les dirigeants, les partenaires techniques et financiers, chacun a un rôle précis à jouer. C'est vrai, le contexte a sans doute évolué. Aujourd'hui, les gens sont accrochés à leur smartphone. Ce n'est pas faux. Mais en réalité, pourquoi on ne se demande pas? C'est peut-être parce que les maisons de jeunes ne sont pas animées qu'ils ont trouvé des raccourcis, qu'ils ont trouvé d'autres occupations. Parce que la nature ayant horreur du vide. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai travaillé ces dernières années dans un programme de leadership des jeunes. Quand on lance des candidatures, en une journée, on peut avoir 2000 candidats. Ça veut dire que les jeunes sont là, ils sont à la recherche des opportunités tous les jours. Et je suis certain que quand on va mettre suffisamment d'opportunités dans l'offre publique jeunesse, les jeunes vont être sainement et suffisamment occupés et n'auront pas le temps de développer des vices de la société, si on peut le dire ainsi.
Alors, que vivent les jeunes? Il y a un exemple qui me vient à l'esprit, notamment les jeunes de la commune de Matéri qui sont livrés à l'alcool. Et quel genre d'alcool encore? L'alcool frelaté. Effectivement, vous avez dans cette commune, comment on dit, ce phénomène qui justement existe et qui manifestement décime la jeunesse. Nous avons une jeunesse qui n'est plus du tout active dans cette commune. Nous avons interrogé le mec qui était très déçu, très désolé. Alors, c'est une situation qui est connue, mais jusque-là, aucun plan d'urgence dans cette commune de façon spécifique pour agir, intervenir et sauver cette jeunesse-là. C'est ce que je disais en réalité. Et vous faites bien de faire le lien entre la question que vivent les jeunes avec cette réalité. Cette réalité nous interpelle. Parce que quand la jeunesse est décimée, qui paie au fait? C'est d'abord nos pays, c'est d'abord l'État qui paie ses bras valides. Avant, voilà, les familles paient leurs membres, mais l'État paie ses bras valides. Donc pour moi, les pouvoirs publics dans les pays africains francophones doivent être en position d'urgence pour régler ces cas. Et je parlais tout à l'heure d'occuper sainement la jeunesse. Si la jeunesse était en amont occupée, était en amont organisée, structurée, il y aura peu de chances qu'ils s'adonnent à des occupations malsaines jusqu'à être décimés par l'alcool, comme le cas que vous venez d'évoquer. C'est pour ça, moi, je trouve... Quand on vit ce drame dans une localité, vous, en tant que spécialiste, comment on peut renverser la tendance? Première chose, faire l'état des lieux. Essayer de comprendre la situation. Je vous explique là une démarche que j'ai mentionnée dans mon ouvrage, analyse diagnostique. Qu'est-ce qui fait que les jeunes se sont adonnés à ça? Comment ils se sont retrouvés là? Quelles aspirations ratées ou non ratées les ont conduits à s'adonner à l'alcool? Alors qu'ils devraient être occupés à travailler pour le développement du pays. Donc il faut essayer de comprendre. Et deuxième chose, c'est ce que vous avez appelé plan d'urgence tout à l'heure, se fixer des ambitions par rapport au diagnostic. Se donner des objectifs à atteindre pour renverser la tendance avec l'implication de toutes les parties prenantes. Parce que l'une des défaillances souvent des politiques publiques aussi jeunesse, c'est ça. On n'implique pas tous les acteurs. Il faut impliquer ces jeunes, impliquer leurs familles, impliquer les autorités locales, même si c'est l'État central qui prend la décision d'agir, impliquer les autorités locales, impliquer les partenaires techniques et financiers pour voir qu'est-ce que chacun doit apporter, qu'est-ce que chacun doit faire pour renverser la tendance. Mais il ne faut pas s'en arrêter là. Au-delà des ambitions, il faut se dire, quels sont les axes d'amélioration pour que plus jamais les jeunes ne retournent dans cette situation. On se fixe des objectifs. Et après, on se dit, mais pour atteindre ces objectifs, on s'attaque à quelle séquence de la vie de ces jeunes-là? Est-ce que c'est l'éducation qui a fait défaut? On s'attaque prioritairement à l'éducation. Est-ce que c'est l'occupation professionnelle? Est-ce que c'est les fréquentations sociales? On essaie d'agir sur chacun de ces axes. Mieux, il faut fixer des indicateurs d'appréciation. Je vous ai dit tout à l'heure, ce qui manque, parfois je dirais même cruellement, il faut le dire ainsi, dans la gouvernance des politiques publiques, ce qui est la famille pauvre, c'est le manque des dispositifs de suivi et évaluation. On constate un cas, comme ce que vous venez de dire. On met en œuvre un dispositif pour régler le cas. Mais on ne suit pas correctement pour voir est-ce que le cas est vraiment réglé. Est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas eu des externalisés, les effets non désirés? Est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas eu autre chose? Donc, manque de suivi et évaluation. Pour durablement régler ces genres de problèmes, il faut également qu'on incorpore à la solution des dispositifs de suivi et évaluation. Ça veut dire que, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il faut une région, une solution? Parce que si nous prenons Matéri, c'est l'alcool qui décime les jeunes là-bas. Si vous prenez peut-être Cotonou, je ne sais pas, c'est la cybercriminalité. Vous prenez Parakou, c'est autre problème. Que l'État adopte des solutions pour chaque région. Le dire aussi comme ça peut être difficilement faisable dans les faits. En fait, comment la chose doit se passer? Je vais vous donner un exemple concret. Depuis quelques mois, nous avons décidé au Bénin que voilà, nous voulons aller vers un monde de splendeur à l'horizon 2060. Dans un premier temps, l'État doit se poser la question de savoir
de quel type de jeunes j'ai besoin pour en 2060 être à un rendez-vous de splendeur, être un Bénin de splendeur. Donc l'État même doit avoir des aspirations pour ces jeunes. Et ces aspirations doivent être en harmonie avec les documents de programmation, des documents de politique. Première question. Mais quelles sont les aspirations même des jeunes, plus globalement, et d'abord individuellement? Il faut forcément commencer par traiter en matière de priorité les problèmes qui concernent tout le monde. Donc, on fait un croisement de ce que les jeunes veulent et un croisement des aspirations du pays dont l'État est le dépositaire pour dire voilà nos aspirations profondes. Maintenant, il peut arriver qu'il y ait des problèmes spécifiques quelque part. Il peut arriver qu'on dise voilà, tout le monde à l'école. Et qu'on constate que le problème ne se pose pas tellement à Cotonou, mais se pose peut-être tellement à côté à Semekpodi ou à Toyoyome, qui est dans Cotonou, mais bon, Cotonou dans Cotonou, si on peut le dire ainsi. Donc on doit définir des mesures spécifiques. Ce n'est pas qu'on doit dire chaque commune sa politique, mais on doit définir les mesures spécifiques aux problèmes spécifiques si on les constate. Mais tous ces problèmes spécifiques doivent rentrer dans une théorie de changement global. Et on saura que voilà, si on règle ce problème-là, c'est pour atteindre tel résultat au niveau national. Alors, les mots qui minent la jeunesse africaine ont plusieurs noms. Chômage généralisé dans pas mal de pays. La question de précarité aussi dans pas mal de pays. Les questions de guerre dans d'autres États africains. Les questions de sécurité dans les États du Sahel. La cybercriminalité de façon spécifique au Bénin. On peut en citer. Où se trouve l'espoir dans tout ça? L'espoir se trouve dans la gouvernance que nous ferons du secteur de la jeunesse. C'est vrai, le tableau que vous venez de peindre, on peut dire, est noir, mais il y a des bribes d'espoir. Parce qu'en fait, c'est pas mon objectif. Oui, non, je comprends. J'évoque des sujets factuels, oui. Justement. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais tombé sur une vidéo, par exemple, en Afrique du Sud, où des jeunes blancs, menaient une campagne de violence contre des jeunes noirs. Donc, on peut dire que voilà, nous sommes en train de revivre encore des scènes qu'on a laissées depuis plusieurs années. Donc, dans beaucoup de capitales aujourd'hui, les jeunes se retrouvent vraiment au cœur de pas mal de problèmes. Bon. Alors, quand est-ce qu'on va finir de régler? Il y a tellement d'actualité en la matière de violence, par-ci, par-là. Voilà, on a vécu une scène aussi avec une vidéo qui nous a bouleversés un peu partout. Donc, quand est-ce qu'on va finir de régler ces problèmes, nous occuper de la santé des jeunes, de l'éducation des jeunes? Alors, vraiment, l'espoir est où? C'est pour ça, pour moi, il faut commencer par investir dans le commencement. Il faut commencer par investir dans le commencement. Et tout ce qu'on veut, on vient de citer, de peine, c'est des conséquences. C'est quoi la cause? C'est ce que nous devons, c'est la question que nous sommes en droit de nous poser. Et la cause, vous allez la trouver entre autres dans le manque d'éducation civique à des moments donnés. C'est pour ça, pour moi, il faut que tous les pays africains francophones aient un programme national d'éducation civique, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, en passant par les associations de jeunesse. Et les associations de jeunesse doivent être des acteurs clés de ce programme national d'éducation civique. Pour moi, l'État peut même mettre en place un programme d'éducation civique et confier ça aux associations de jeunes en les organisant, en les segmentant, en les spécialisant sur des axes donnés de l'éducation civique. Donc, il faut investir massivement dans l'éducation civique pour commencer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça se fait? Éducation civique, oui, on le dit, mais dans nos écoles, au coprimaire, au collège, à l'université, est-ce que ça se vit? Nous avons un système éducatif. Comment devrait-on encore souffrir de manque de civisme? Vous avez totalement Finalement, quel raison. est l'enseignement qui est donné dans nos écoles à nos enfants? Vous avez raison. Et ce que moi je pense, c'est qu'il faut mettre en place un programme multi-acteurs qui se complète. Au cours primaire, par exemple, insister sur, si c'est le cas du Bénin, sur notre devise, sur les valeurs contenues dans notre hymne, sur les hommes qui ont marqué le Bénin, comment ils ont marqué le Bénin, pour qu'ils puissent être des exemples pour la génération montante. Donc déjà, ça, c'est au cours primaire. Donc on peut dire composante 1 du programme d'éducation civique, c'est déjà amener les élèves à avoir ces notions-là. Mieux, il faut déjà organiser les élèves tout petits. Cette composante, on peut même l'appeler le petit citoyen. Tout petit à être constitué en collège
représentant leur père, pour apprendre à défendre les intérêts de leur père. Ça va faire l'éducation civique par la pratique, pour apprendre à régler le problème de leur environnement, pour ne pas se dire une fois grand que c'est l'État qui doit tout faire. Quand on quitte là et on vient au secondaire, moi je plaide personnellement pour qu'il y ait une composante des classes de leadership et de la citoyenneté responsable. Un peu comme les classes sportives et les classes culturelles. Pour moi, il doit y avoir les classes de leadership et de la citoyenneté. Et il y a un certain nombre de matières qu'on juge peut-être Donc, pas vous trop pensez que utiles. dans l'exemple béninois, Oui. on a plus besoin des classes de leadership, de civisme que des classes culturelles? Pas plus. Parce que la culture, c'est un autre aspect du développement des Donc, jeunes. déséquilibré. Donc, on va remplacer les classes sportives Non, pas- et culturelles par Pas les les classes de remplacer. leadership. Pas les remplacer. Non, en termes d'urgence. Non, en termes d'urgence, l'éducation constitue une urgence, la culture constitue une urgence, le sport constitue une urgence. Et d'ailleurs, la culture, que vous avez dit que la culture n'est pas un facteur d'éducation. Les clubs UNESCO, par exemple, c'est quoi leur rôle? C'est d'éduquer civiquement. Donc, les acteurs culturels peuvent être impliqués au programme national dont je suis en train de parler. Parce que pour moi, comme je le dis d'ailleurs, pour éduquer réellement les jeunes, il faut l'éducation classique. Il faut l'éducation non scolaire, il faut l'éducation à travers le sport, il faut l'éducation à travers la culture. Mais je n'ai pas fini avec les composantes. Allez-y. Parce que quand on finit au secondaire, on a fait les classes de leadership. Il faut faire en sorte que les jeunes, une fois à l'université, puissent militer dans des associations universitaires. Et que ça constitue désormais pas un choix, mais une obligation citoyenne de militer dans une association pour apprendre le savoir-vivre dans les associations. Et même quand tu quittes l'université, tu dois te faire recruter dans une association. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les associations doivent jouer un rôle prépondérant dans l'éducation civique et changer un peu l'ingénierie à travers laquelle l'éducation civique a été faite jusque-là. Monsieur Sompekwe, j'ai l'impression qu'on parle que des jeunes dans les centres urbains. Aujourd'hui, on a toujours des jeunes qui nourrissent la mentalité de mon bonheur se trouve à Cotonou, mon bonheur se trouve à Parakou, mon bonheur se trouve à Nati. Dans les grandes villes. Dans les grandes villes. Alors, qu'en est-il de ces jeunes-là qui ont décidé de faire la terre, qui ont décidé d'être dans les campagnes pour cultiver du piment, pour cultiver de l'arachide, mais qui s'y plaisent très bien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces jeunes-là également émergent tout en restant dans le domaine qu'ils ont choisi? Je suis d'accord avec vous, je vais y répondre. Et avant, je vais dire rapidement quelque chose sur l'éducation civique. Pour moi, par exemple, un programme qu'il faut mettre en place aussi, et dont j'ai parlé dans mon livre, c'est le programme néo-bachelier. 8 semaines pour servir la nation. C'est-à-dire, tu finis d'avoir le bac, au lieu de t'inscrire directement, l'État t'offre 8 semaines pour servir bénévolement la nation, dans une mairie, dans une entreprise publique, ça se fait, dans il n'y a un pas coin les stages, reculé. Non, ce dont je parle, ce n'est pas stage. Et ce n'est pas systématique. Ce dont je parle, ça doit être systématique pour tout bachelier. Avant de s'inscrire à l'université, l'une des conditions pour avoir ton inscription validée à l'université, c'est servir l'État pendant 8 semaines. Ça va prendre, je ne dirais pas l'allure du service militaire qui se faisait, mais c'est similaire en fait. Donc pour revenir à votre question, vous avez totalement raison. Et ce dont moi je parle, c'est toutes les catégories de jeunes, parce que la jeunesse est plurielle. Prenons un exemple de ce que j'ai appelé programme d'alphabétisation fonctionnelle pour les jeunes peu scolarisés ou déscolarisés dans mon livre. Ça revient à ce que vous étiez en train de dire. Un jeune qui est à la terre, qui est à Tchoumi Tchoumi, il a besoin de quoi? Peut-être de la comptabilité fondamentale pour mieux écouler ses produits à travers un programme d'alphabétisation fonctionnelle, parce que c'est les plus oubliés souvent en réalité. Quand on parle de jeunes, on pense seulement que c'est des jeunes scolarisés. Peut-être même que les jeunes scolarisés, quand on aura les chiffres, ne sont pas les plus nombreux. Peut-être. Donc, un programme d'alphabétisation fonctionnelle qui prend en charge ces gens-là. Imaginez quand on aura ce qu'on va appeler des assises au niveau national pour la jeunesse, qui est des cabines d'interprétation en Dindi, en Yoruba, en fond, parce qu'on aurait invité toutes les catégories de jeunes. Donc, je suis d'accord avec vous qu'on doit intégrer toutes ces catégories de jeunes dans les politiques publiques de développement. On doit se dire, au fond,
j'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de quel type de jeunes? Mais quel type de jeunes scolarisés? Quel type de jeunes artisans? Quel type de jeunes dans les salons d'apprentissage? Et par rapport à ça, il doit y avoir des solutions bien étudiées, bien élaborées par rapport à chaque sous-catégorie des jeunes, y compris les jeunes même vivant, qui sont en situation de handicap, qui ont des besoins spécifiques, qui sont jeunes aussi, qui ont besoin de se développer, qui ont besoin de s'épanouir. Donc je suis d'accord avec vous que la démarche doit être inclusive pour être efficace. Allez, avant d'aborder notre as, je voudrais soumettre cette réflexion à votre analyse. Le numérique, on s'efforce de le présenter comme étant un outil assez performant, assez innovant pour l'épanouissement des jeunes. On va juste donner des exemples de succès comme étant, c'est grâce au numérique qui se sont réalisés. Et on oublie assez souvent de voir le mal que ça crée dans la vie de notre jeunesse. Aujourd'hui, on parle des problèmes d'incivisme parce que justement, avec l'accès au numérique, on se fait beaucoup de films et beaucoup d'images. On a la tête dans les téléphones, on ne prend plus le temps de voir ce qui se passe autour de soi. Et donc, autant de problèmes, et parfois même de soi et de bien-être que nous avons dans la vie de nos jeunes. Et est-ce qu'on n'a pas raté la transition? Une éducation numérique qui puisse se permettre à nos jeunes de garder à l'esprit ce qui est l'essentiel pour la vie et de se contenter seulement de quelques succès de jeunes sur les réseaux sociaux qu'on présente comme étant de jeunes brillants, des esprits brillants qui ont réussi, et qu'on présente comme étant un outil assez performant pour notre société. C'est pour ça que je tiens beaucoup à l'éducation civique qui prend en compte ces aspects en fait. Aujourd'hui, on a même le sentiment que quand on évoque la question d'éducation civique à nos jeunes, ils sont sourds à cela. Je suis d'accord parce que pendant un certain moment donné, ce qui se passe sur les écrans. Justement, pourquoi ne pas profiter de l'écran? Pourquoi ne pas changer la donne? Faire en sorte qu'il y ait des programmes d'éducation civique sur l'écran. Certains pays ont essayé de contrôler ce que consomment les jeunes quand ils sont connectés. Je pense qu'on peut en arriver là. Savoir que consomment nos jeunes en réalité quand ils sont sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que nous, on leur propose? Et pour savoir ce que nous, on leur propose, c'est qu'en amont, on a défini un programme qui peut passer sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi l'éducation civique. Et je pense que nous devons adapter les solutions à l'environnement, à notre ère. C'est totalement des questions qui les ennuient. Il vous dirait qu'il n'y a pas l'argent dedans. Oui, quand vous mettez des contenus instructifs, et que vous espérez avoir une itération, des réactions autour de ce sujet, vous ne verrez personne. Je suis d'accord avec vous, surtout quand vous avez dit qu'il n'y a pas d'argent déjà. Mais pourquoi on ne commence pas par mettre de l'argent dedans? Moi, je me rappelle, aujourd'hui, pourquoi ne pas commencer par inciter ceux qui font un certain nombre de choses? Nous avons des jeunes qui passent des heures dans des lives, tapoter l'écran, machin, autour des histoires, enfin, excusez-moi l'expression, des histoires de fesses. Des ragoûts des vies des gens, et on voit même des gens qui vont miser. Voilà des habitudes de nos jeunes aujourd'hui. Moi, je reste convaincu et à la fin, on fait le point, on estime que j'ai fait un live qui m'a permis d'avoir 500 000 francs. Et on multiplie ça le nombre de fois dans le mois, on fait le point, on estime que je gagne plus qu'un enseignant qui est dans une classe. Et qu'on a déjà réussi. Et c'est ce modèle qu'on est en train, justement, de mettre dans l'esprit de nos jeunes. Non, votre diagnostic est juste. Si je dis le contraire, j'aurais menti. Votre diagnostic est juste. Mais pourquoi moi je garde l'espoir? Pour moi, pour chasser ce qu'on ne veut pas, il faut suffisamment grossir ce qu'on veut. Ça va prendre sans doute du temps. Mais qu'est-ce que nous voulons? Et que voulons-nous que les jeunes consomment? Essayons déjà de commencer par amplifier ça. Ce que vous venez de dire, moi je le disais depuis quand on était au collège, on jouait au génie en herbe. On passe des nuits blanches devant des dictionnaires, consorts. Et à la limite, c'est que bon, les gars là, ils font quoi avec? Il y a une image qui a circulé, l'image d'un écrivain qu'on a distingué comme étant le meilleur écrivain de son pays. Je ne voudrais pas citer le pays. Et on devait lui donner un prix. Je ne vais pas non plus donner le montant qu'on a donné à cet écrivain-là. Et au même moment, il y a une autre compétition où il fallait faire la promotion de la beauté, à travers les réseaux sociaux. Et puis bon, à la fin, il y a un prix aussi qu'il fallait donner à la personne qui a gagné.
c'était des voitures, c'était une maison, une villa, et ainsi de suite. Alors, raison, mais est-ce que c'est récompense clair que le système? Quand ce genre d'image tombe dans les mains d'un enfant qui est peut-être au collège, il fait son choix. Il fait son choix en disant que c'est là que ça marche. Oui, Parce que récompense le système. C'est pour ça, moi, je pense que c'est une responsabilité collective qui doit être engagée. Que récompense le système? Quand on va commencer par récompenser ceux qui écrivent, peut-être comme moi, et ces mêmes jeunes vont voir, leur paradigme va changer. Mais quand on va consciemment ou inconsciemment continuer à encourager ce qu'on ne veut pas, ils vont penser que c'est là le chemin. Dans une réflexion, un enseignant d'université disait: arrêtez de condamner les autorités, arrêtez de condamner les gouvernants. Les problèmes des jeunes, ce sont les jeunes eux-mêmes. Vous y comprenez quelque chose? Si. En fait, moi, je ne dirais pas exactement ça, mais je dirais que c'est une responsabilité partagée. Et moi, je vous parle d'un cadre, d'un modèle que j'ai proposé dans mon livre. C'est par rapport à l'emploi, mais ça prend en compte ce que vous avez dit. Il y a ce que j'ai appelé le système des 5 E. Pour parler de chaque responsable, de chaque acteur qui doit être engagé sur la question de l'emploi. On peut ramener ça à la question de l'éducation civique. Le premier, c'est l'État, qui d'abord doit assumer sa responsabilité. L'État veut quel type de jeunes? Au Bénin, par exemple. Oui. Donc l'État doit pouvoir mettre en place les dispositions régaliennes qu'il faut. Le deuxième acteur, et c'est ça qui rejoint le professeur, que j'appelle le deuxième E ici, étudiant pour dire le jeune, en réalité, pour désigner le jeune. Le jeune doit savoir aussi qu'il est le créateur de ses propres valeurs, qui se fait lui-même en agissant. Et que quel que soit ce que l'État fera, s'il n'est pas responsable, il ne pourra pas être prêt pour saisir les opportunités. Donc, ça rejoint ce que le professeur a développé. Mais il y a un troisième E que j'ai appelé l'environnement. Au-delà de l'État, il y a l'environnement, les influences, l'éducation de la rue, ce que nous croisons. Moi j'en suis arrivé à dire... Les influenceurs. Les influenceurs, tout ça fait partie de l'environnement. Si justement, que voulons-nous encourager? Prenons même le mot influence, que bon, c'est pas forcément mon jargon, mais je l'emploie pour la circonstance. Quel type d'influenceurs voulons-nous promouvoir? On peut se saisir effectivement des canaux qui existent aujourd'hui, mais avoir d'autres types d'influenceurs qui influencent autrement les jeunes. Donc c'est le troisième, il y a l'environnement. Oui. Pour finir très rapidement. Et il y a quoi? L'entreprise, le monde du travail, eux aussi doivent pouvoir contribuer en réalité à ce que les jeunes soient insérés, à ce que les jeunes soient bien formés, à ce que les jeunes acquièrent les valeurs dont ils ont besoin pour vivre en harmonie avec la société. Je disais quelque part la dernière fois que l'éducation civique, c'est quoi? C'est le processus à travers lequel le jeune acquiert les valeurs dont il a besoin pour vivre en harmonie avec la société. Donc il faut que la société, à un moment donné, se dise, nous, nos valeurs cardinales, là, c'est ça. Alors, lorsque vous prenez les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'ils sont beaucoup plus des créateurs de solutions ou des consommateurs de solutions? Je le disais il y a un instant, dans notre société, il y a encore des jeunes, lorsqu'ils ont le bac, où leur problème c'est d'aller dans une administration, passer un concours, alors qu'aujourd'hui l'écosystème créé par l'État permet l'auto-emploi. On peut se débrouiller, on va sur les réseaux sociaux, pendant que d'autres font des lives pour parler des questions indécentes. Il y en a qui font la publicité de leurs produits. Nous sommes toujours dans cette culture-là. Oui, je vais faire d'abord un commentaire sur l'auto-emploi avant de répondre à la question. Parce qu'il y a un piège aussi quand on évoque la question de l'entrepreneuriat, de l'auto-emploi. C'est une des voies de l'autonomisation économique des jeunes, mais ce n'est pas la seule voie. Ce n'est pas la seule voie. L'emploi aussi est une voie. Il y en a qui sont faits, qui ont des talents pour inventer dans les laboratoires des solutions, mais qui n'ont pas de talents pour les commercialiser. Il faut en prendre compte. Et se dit, on doit pouvoir, selon les talents, créer des chemins à chaque type de talent pour s'épanouir, pour s'exporter, pour impacter l'environnement. Donc l'emploi, le salariat est une voie, l'entrepreneuriat est une voie. Parce que généralement, quand on évoque la question de l'autonomie ou de l'autonomisation économique des jeunes, on insiste plus
sur l'entrepreneuriat, je peux comprendre parce que voilà, les pouvoirs publics, les entreprises ne sont pas en mesure de consommer tout le monde, donc il faut que les jeunes créent. Mais est-ce que les jeunes sont créateurs de solutions? C'est un discours pour cacher un peu leur incapacité à pouvoir donner, à pouvoir tracer le chemin aux jeunes. Je dirais pas ça, mais c'est quand même un raccourci, à mon avis, parce que c'est un raccourci. Ce qu'il faut faire, à mon avis, et que j'ai encore proposé dans mon livre, c'est déjà dès le secondaire, avoir un modèle où l'élève déjà a un projet professionnel personnel qui est suivi à travers le temps. Et ce n'est pas une orientation post-bac qu'on lui fait après accidentellement. Il a un projet professionnel personnel qui est suivi. Et on sait déjà, si lui, il est fait pour entreprendre, on va beaucoup plus le pousser vers les programmes d'appui à l'entrepreneuriat. S'il est fait pour inventer une solution, s'il est fait pour travailler dans l'administration, on saura déjà. Et parlant des programmes d'entrepreneuriat, parce que je viens de faire la remarque que j'ai eu à faire, mais il faut avouer aussi que des jeunes doivent entreprendre. Il y a un programme, je ne veux pas faire de publicité pour un programme qui, de par le passé, avait été quand même un programme qui a donné le cours de l'entrepreneuriat aux jeunes dans les écoles déjà. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, dans les écoles déjà. Parce qu'en fait, pour moi, on fait des rattrapages des choses qu'on a ratées. Junior Achievement, qui a permis aux jeunes, depuis le secondaire, pas seulement d'apprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, mais en tant qu'élève de créer des entreprises. Qui directeur marketing, qui DRH, et d'évoluer ensemble toute une année. Pour moi, c'est des programmes qu'il faut amplifier, déjà sur la question de l'entrepreneuriat, pour les former. Maintenant, est-ce que les jeunes sont créateurs de solutions? Honnêtement, oui. Je vous ai parlé de la foi des idées. Parfois, quand on assiste à ces solutions-là, on se dit, mon Dieu, mais pourquoi nos États ne mettent pas en pratique tout ça? Les jeunes, voilà, la vivacité, la créativité, c'est l'une des caractéristiques des jeunes. C'est vrai, mais les jeunes, je vous assure, ont des solutions à portée de main. C'est pour... Oui. Allez-y, allez-y. C'est d'ailleurs pour ça, je ne sais pas si on va en arriver. Moi, je pense qu'il faut un programme dans notre pays, un programme national de détection de talents, depuis les communes jusqu'au niveau central, qui permet de détecter, de célébrer, de valoriser les talents. On pourra y revenir. Ça nous permet de faire une transition sur ce que veulent les jeunes, justement. Est-ce que vous pensez que leurs attentes ont-elles évolué ces dernières années? Oui. Mais pourquoi? On a parlé du numérique tout à l'heure. Le monde est devenu un village planétaire. Mais avant de revenir là-dessus, je vais dire c'est normal que ça évolue. Puisque tout change, tout évolue. Les attentes aussi doivent évoluer. Ce qui est vrai pour les jeunes hier n'est peut-être plus vrai aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça, entre autres, je proposais qu'on revise la charte béninoise de la jeunesse, par exemple. Donc oui, le contexte a évolué. Le contexte est dynamique. Les besoins doivent évoluer. Mais il y a un accélérateur des besoins aujourd'hui qui a ses avantages et ses inconvénients. C'est que le monde est devenu un village planétaire. Les jeunes béninois voient ce qui est offert aux jeunes français, aux jeunes américains, aux jeunes allemands et se disent pourquoi pas nous veulent être logés à la même enseigne que les jeunes d'autres pays. Donc ça met aussi la pression aux gouvernants. Et moi, je pense aussi que ça doit être une opportunité pour les gouvernants de dire oui, vous êtes jeunes béninois, par rapport à notre vision, voilà ce que nous vous proposons. Vous êtes jeunes Sénégalais, voilà ce que nous proposons. Donc les besoins évoluent et les solutions aussi doivent justement évoluer. Est-ce que les jeunes africains, nous sommes dans les dernières minutes de la jeunesse, on pourra en parler toute une journée, et même pendant des jours. Les jeunes africains croient-ils encore aux institutions publiques pour améliorer leur avenir? Oui, malgré tout, l'éducation a fait qu'on est un peu attentiste. On attend l'État malgré tout. Donc quoi? Mais ils sont désespérés. Et moi, je pense que l'espoir est permis. Et c'est pour ça que je fais l'exercice que je suis en train de faire. Mieux manager le secteur et l'espoir va renaître sans souci. Quel rôle joue aujourd'hui, disons, le numérique et l'entrepreneuriat dans leurs ambitions, les ambitions des jeunes? Le numérique est un accélérateur, je le disais tout à l'heure, mais en même temps, ça permet de gagner du temps. Ce que tu peux faire il y a 10 ans, en 4 semaines, tu le fais aujourd'hui en 4 secondes. Par exemple, le temps d'attacher un fichier et c'est envoyé. Donc ça permet aux jeunes de gagner du temps. Ça a fait tomber les frontières.
Je peux être au Sénégal et faire une formation aux États-Unis. Je peux être au Bénin et sur une formation en France. Autant d'opportunités que les jeunes saisissent aujourd'hui. Oui, l'entrepreneuriat aussi est une opportunité de développement professionnel des jeunes, mais pas la seule opportunité. Si on vous place, oui Eric, Oui, allez-y, Franck. si on vous place à un poste de responsabilité aujourd'hui, ministre de la jeunesse et tout, quelles seront les premières solutions que vous allez apporter aux problèmes des jeunes, les toutes premières? Euh, 3 ou 4 solutions. La première, institutionnaliser un observateur national de la jeunesse et lui doter des moyens nécessaires pour produire des données probantes, évaluer les politiques publiques jeunesse et orienter les gouvernants. Ça peut être un outil d'aide même pour le président de la République. 2. Mettre en place dans les ministères en charge de la jeunesse ce que je vais appeler bureau des projets, un PMO, Project Management Office. Quel va être son rôle? Ça va être rattaché à l'observatoire. Et ça va permettre de mettre en pratique dans les ministères la logique projet, le New Public Management, la logique orientée résultat, pour permettre au cadre de ces ministères de travailler dans une logique de résultat et non d'activité, de pouvoir produire, impacter véritablement les jeunes. Troisième chose que je ferai, et ça c'est si c'était au Bénin spécifiquement, je vais réviser la charte béninoise de la jeunesse et l'adapter aux réalités actuelles. La conséquence de ça, de la révision de la charte béninoise de la jeunesse, c'est la réorganisation de la vie associative juvénile depuis le sommet jusqu'à la fin, jusqu'à la base, depuis la base jusqu'au sommet si vous voulez. Et quatrième chose que je ferais si j'étais responsable à un niveau quelconque de la jeunesse, c'est ce que j'appelais le concours national de détection des talents, avec plusieurs composantes. Les meilleurs au bac, là. Le concours doit les suivre pendant 10 ans, avec pour obligation de servir aussi l'État pendant un certain nombre d'années. Le concours national doit permettre de détecter les meilleurs artisans à Tchoumi et de les accompagner. Et c'est là que les communes vont faire travail. Le concours va commencer par la base, au niveau communal, après au niveau départemental, après au niveau national. Ça va faire de l'émulation. Ça va occuper les jeunes, ça va occuper l'espace et ça va désormais montrer aux jeunes qu'on peut briller intellectuellement, on peut briller professionnellement, on peut briller comme ça et être célébré. Donc, concours national de détection et de célébration des talents. Allez, Eric, on a commencé avec vous, on va terminer par vous pour la toute dernière question. Oui, on va permettre à notre invité justement une phrase. Quel va être votre message justement à l'endroit des décideurs africains, mais aussi à l'endroit de la jeunesse africaine? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je n'ai pas vu le temps passer, nous sommes déjà à la fin. À l'endroit des décideurs, investir dans la jeunesse ne doit pas être une option, mais un choix. Un choix de suivi, un choix de développement. Parce que le développement des pays comme les nôtres passe par le développement de la jeunesse. Il faut donc investir massivement, mais méthodiquement dans le développement intégral des jeunes. À l'endroit des jeunes, je voudrais dire qu'il faut qu'ils prennent leur destin en main pour être les acteurs de leur vie. Et je vais compléter en disant, en fait, le destin n'est pas une affaire de chance, c'est une affaire de choix. Ce n'est pas une chose qu'il faut attendre, c'est une chose qu'il faut accomplir. Et les jeunes doivent donc accomplir leur destin en se formant, en s'armant de la science jusqu'aux dents, en s'engageant économiquement, socialement ou politiquement, mais en travaillant collectivement et en saisissant les opportunités de leur ère, car il y a encore de l'espoir. Merci à vous, Michel Soupenroué. Vous êtes spécialiste en politique publique de jeunesse. Merci vraiment de votre disponibilité. Avec vous ce matin, nous avons mis un cap sur un enjeu majeur pour l'avenir de notre continent, la jeunesse africaine, une jeunesse de plus en plus nombreuse, dynamique, créative
initiatives, mais qui restent encore insuffisamment intégrées aux politiques publiques et aux dynamiques de développement. Avec vous, nous avons justement exploré des pistes de solutions, questionné les modèles existants et tenté de comprendre justement comment bâtir des politiques publiques plus efficaces et inclusives. Franck Arnaud, merci justement d'avoir conduit ce débat avec moi. C'est la fin de ce numéro de Zone Franche. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision. À très bientôt. Merci.